7-9. Mathieu Béliard. 8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le philosophe Michel Onfray, auteur de La Nef des Fous aux éditions Robert Laffont. Bienvenue à vous et bonjour Michel Onfray. Bonjour. Depuis plusieurs jours, il est dit que notre main ne tremblera pas face au terrorisme islamiste. Emmanuel Macron réaffirme qu'on ne cédera rien. On ne cédera rien. Vous croyez vraiment au sursaut ? Ils vont pas trembler, elles vont pas trembler, leurs mains, ils n'ont pas de main, donc il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est le retour du blabla, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose a lieu sur le principe du terrorisme, ça ne passera pas, hein. On sera extrêmement sévère, on va retrouver les coupables, alors si les coupables sont tués, ça ne se reproduira pas, etc., etc. Mais plus personne n'y croit. C'est simplement que plus personne n'y croit, la parole présidentielle est totalement dévaluée, la parole des gens qui sont au pouvoir est totalement dévaluée, on leur demande pas de parler, on leur demande d'agir, on leur demande pas de créer des nouvelles lois en disant nous allons faire un nouveau projet de loi qui va nous permettre de dire, eh bien voilà, vous n'aurez pas le droit de tuer, vous n'aurez pas le droit d'égorger, et puis ce sera pas bien, et si vous prenez le risque de dire que vous êtes pour les égorgeurs, eh bien on vous dira qu'il y a un blâme, puis au bout de 50 blâmes, vous aurez un avertissement, puis 50 avertissements, etc., etc. C'est-à-dire on sait très bien aujourd'hui que ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, et que sur les réseaux sociaux, ils applaudissent absolument tout ce qui est Daesh, tout ce qui est décapitation. Mais alors comment fait-on ? Parce que si la riposte juridique, si la riposte sécuritaire ne suffit pas, comment on lutte aujourd'hui contre une haine ? Avec une volonté politique. Avec une volonté politique. Je pense qu'il y a un intérêt à l'islamo-gauchisme qui est de détruire la nation, de détruire la souveraineté nationale, de détruire la France, l'histoire de France, tout ce qui constitue la France, parce qu'il faut diluer tout ça pour faire une grande Europe qui sera un jour un rouage dans une grande machine qui permettra un très grand marché. En fait, tout ce qui est acide et qui peut détruire la France est formidable. Donc évidemment, tous les gens qui sont dans une logique souverainiste, eux, sont des fascistes et on peut fermer leur compte. Dont vous, on parlera d'ailleurs des critiques que vous subissez depuis un certain temps, Michel Onfray, mais vous parlez régulièrement d'effondrement. Pourquoi, selon vous, on n'est pas capable d'assumer, de porter nos valeurs ? C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est qu'on ne veut pas. Il y a des valeurs, elles existent, mais on ne veut pas porter ces valeurs. La majorité de Français le veulent. Oui, mais je pense que le pouvoir n'a rien à faire de la majorité des Français. C'est-à-dire que quelle que soit sa couleur ? Tous les Maastrichtiens, finalement, qu'on dira de droite et de gauche, mais tous ces Maastrichtiens-là n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que quand le peuple dit « nous ne voulons pas du traité européen parce que nous aspirons à une autre Europe », on leur dit « votre volonté, on la met à la poubelle et on va décider sans vous et indépendamment de vous ». Et on sait très bien qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des référendums, y compris des référendums sur un certain nombre de sujets. On pourrait dire après tout, toutes les questions de civilisation peuvent être soumises à des référendums. Exemple, la question migratoire. C'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, pourquoi a-t-on peur du peuple ? Parce qu'il y a dans le peuple un bon sens dont on ne veut pas. Il ne s'agit pas d'écouter le peuple parce qu'on n'est plus en démocratie. On est dans une espèce d'oligarchie avec un certain nombre d'individus qui, eux, font avancer leur idéologie. Et dans leur idéologie, il y a intérêt effectivement à tout ce qui dissout la nation, la France, la civilisation et les cultures. Mais alors imaginons qu'il y ait ce référendum et une question sur les flux migratoires. Et si on allait plus loin, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et radicalisation islamiste selon vous ? Est-ce que c'est tabou aujourd'hui de le dire, de le penser, d'y réfléchir même ? Oui, c'est interdit de le dire, parce que de toute façon, toute démographie est interdite. La démographie, elle est fasciste, puisqu'elle dit la vérité, alors qu'il y a des gens qui nous disent que la vérité n'est pas très intéressante. Ce qui est intéressant, c'est l'idéologie. Et par idéologie, aujourd'hui, on va d'abord se dire, finalement, est-ce qu'on défend celui-ci ou est-ce qu'on défend celui-là ? On voit bien comment les islamo-gauchistes, aujourd'hui, finissent toujours par trouver des excuses aux criminels et finissent toujours par estimer que les bourreaux sont des victimes, les victimes sont des bourreaux. Cette inversion des valeurs, elle n'est plus possible, elle n'est plus pensable auprès des gens qui réfléchissent, et le bon sens populaire est un bon sens qui réfléchit. Mais pour vous, ce que vous dénoncez ont une part de responsabilité dans ces actes aussi graves, dans cette barbarie islamiste. Est-ce que le fait de dire que la police est de manière structurelle raciste, qu'elle est violente de manière systématique, est-ce qu'aujourd'hui ces gens-là ont une responsabilité importante et lourde ? Mais bien sûr, mais en même temps on a envie de diluer la police, on a envie de diluer l'armée, on a envie de diluer la justice. Il ne faut plus rien de tout ça. Il faut une espèce de vaste jungle dans laquelle on retrouve les principes de la horde primitive racontée par Darwin. On est dans une logique de début de l'humanité où effectivement la loi est faite par les plus forts, par les plus violents, par les plus brutaux, et on laisse faire. On a une justice qui n'est pas totalement juste, ça se voit. On a une police qui fait un travail extraordinaire mais qui n'est pas soutenue. On a une armée à qui on ne donne pas les moyens d'exister, et on sait très bien que si on voulait que l'armée fasse son travail, que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail, s'il y avait des décisions régaliennes, il faudrait pour ça d'ailleurs un État qui n'existe plus, mais on a tout l'arsenal pour ça. Simplement, à chaque fois qu'il y a un problème, aujourd'hui, on va créer encore une nouvelle loi. Les décisions régaliennes sont intimement liées à l'histoire. À ce sujet, sur la chaîne américaine CBS, en réponse à une question sur le débat autour de la race, Emmanuel Macron, tout en insistant sur les différences entre les États-Unis et la France, a appelé d'une certaine manière, dit-il, à déconstruire notre histoire. Quel sens y avez-vous vu ?
Bon, je ne suis pas étonné. C'est un personnage qui est placé là pour ça, d'ailleurs. Je veux dire, Par qui? Par un système qui fait que moi j'ai gagné pas mal de caisses de champagne quand j'ai parié au présidentiel en disant je peux vous dire qu'il sera élu au second tour. Et on me disait t'es bien malin toi. Je dis mais je vais pas forcément vous donner le nom, mais je vais vous dire d'où il vient. Ce sera un Maastrichtien, de droite ou de gauche. Et regardez, depuis Mitterrand en 83, c'est la même idéologie, c'est la même ligne. Alors on fait semblant de se battre en disant ouh là là, c'est pas du tout la même chose. Nicolas Sarkozy ou alors François Hollande, c'est pas du tout la même chose. Jacques Chirac ou Emmanuel Macron, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même monde. C'est exactement la même idéologie. J'en reviens, Michel Onfray, à l'entretien d'Emmanuel Macron sur cette chaîne américaine. Il faut contextualiser les propos du président qui insiste sur la nécessaire politique de la reconnaissance. Il estime qu'elle est indispensable pour maintenir l'unité de la France. Il est dans son rôle de chef de l'État. Mais le problème avec Emmanuel Macron, c'est toujours recto verso, c'est à vert et revers. Enfin, on a droit à tout et le contraire de tout. L'autre jour, il a dit les élections régionales ne seront pas, les dates ne changeront pas. Je me suis dit, je prends le pari que dans la semaine, ça va changer. Et il a ajouté dans la foulée, elles seront juste déplacées d'une semaine. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, cet homme qui ne peut pas dire une chose? Pourquoi il y a plusieurs Emmanuel Macron, plusieurs facettes et là, du même personnage. Et il y en a qu'un qui dit tout et le contraire de tout. Il ne peut pas dire, nous allons respecter la date sans ajouter et en même temps nous ne la respecterons pas. Bon, sur ce sujet d'accord, mais vous n'avez pas de doute sur le fait qu'il soit fier quand même de l'histoire de son pays, de la France et de notre pays. Mais pas du tout. Je crois que quelqu'un qui est fier de la France ne dit pas qu'il n'y a pas de culture en France, ne dit pas qu'il faut déconstruire l'histoire de France. Alors ça, c'était le candidat sur la culture. Est-ce que depuis il n'est pas revenu sur cela? Non, c'est le même homme. On voit bien, il n'a pas tranché sur des questions comme doit-on commémorer par exemple Céline, ou par exemple la Commune, ou par exemple Napoléon. Cette façon d'aller chercher un pouls dans la tête de Napoléon en disant on l'a trouvé, et c'est bien la preuve qu'il ne faut pas commémorer cet homme-là, qui est une catastrophe ceci, une catastrophe cela. Enfin, on se dit mais l'histoire de France, c'est quand même tout ça. Mais est-ce qu'il faut la prendre comme un bloc? Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'il y a des zones d'ombre sans jamais occulter, et au contraire il faut les sublimer, ces parenthèses lumineuses? Il faut faire de l'histoire, c'est-à-dire ne pas se dire je n'aime pas beaucoup Aristote parce que Aristote n'a pas lu Simone de Beauvoir. Oui, Aristote n'a pas lu Simone de Beauvoir, et à cette aune-là, de toute façon, Aristote aura toujours tort, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse et quoi qu'il ait pu écrire. Donc à un moment donné, on ne peut pas demander à Napoléon d'être un homme du 21e siècle. Il est un homme de son siècle, il est un homme de son temps, et qui à l'époque tenait les discours que nous tenons aujourd'hui. Le néo-féminisme n'existait même pas à l'époque de Simone de Beauvoir, donc pourquoi aurait-il existé à l'époque de Napoléon? Chercher à effacer l'histoire est une forme de décadence, vous avez l'habitude de le dire, et parmi les formes de décadence, il y a l'antisémitisme. Dimanche, il y avait un rassemblement très digne à la mémoire de Sarah Halimi. L'exécutif veut changer la loi, mais ça restera, selon vous, pour cette affaire, un déni de justice? C'en est un. C'est-à-dire cette façon de dire si vous avez fumé un pétard, vous n'êtes plus justiciable. C'est-à-dire que vous avez le droit un peu de faire ce que vous voulez. Alors il va falloir qu'on dise maintenant vous avez le droit aussi de boire de l'alcool, de rouler en voiture, de tuer des gens. Et si vous allez nous dire que c'est un permis de tuer qui a été délivré par la justice? Absolument. C'est-à-dire on peut imaginer que on force personne à fumer des pétards. Si on fume un pétard, les magistrats se sont offusqués de cela, de cette expression permis de tuer. Ben oui, mais ils s'offusquent du réel. C'est simplement, on le constate, et comme par hasard, c'est une femme juive qu'on a tuée. Comme par hasard. Je suis pas bien sûr que si on avait d'autres couleurs, d'autres religions, ça se serait exactement passé comme ça. Et je pense que le pétard aurait pu être pour le coup une circonstance aggravante. Pourquoi est-ce une circonstance atténuante dans cette circonstance-là? C'est devenu aujourd'hui une circonstance atténuante, même si nous sommes d'accord que notre système ne juge pas les fous, ne doit pas juger les fous en tous les cas. On n'est pas un fou quand on fume des pétards, ça se saurait. Ou alors si le pétard rend fou, alors arrêtons le pétard. Et puis interdisons-le, et puis criminalisons le pétard. On ne peut pas d'un côté défendre la légalisation du cannabis et puis de l'autre dire que quand on a fumé du cannabis, on n'est plus soi-même. Si on veut effectivement légaliser le fait de ne plus être soi-même et d'échapper à soi-même, de ne plus être responsable, alors il faut le dire clairement, c'est soit l'un soit l'autre. Si on légitime, eh bien effectivement on est responsable quand on fume des pétards, mais si on n'est plus responsable, alors il va falloir être extrêmement sévère sur la législation concernant le cannabis. Tenter d'obtenir un procès en Israël, comme le souhaite la sœur de Sarah Halimi, pour la France, pour la société française dans son entièreté, c'est une défaite? Oui, c'est une défaite. On ne peut pas continuer à dire qu'à chaque fois qu'un juif est tué, c'est la République qu'on tue ou c'est la République qu'on offense, ce que je crois, comme avec qui que ce soit un musulman, que ce soit qui que ce soit. Hein, je veux dire. Et puis de l'autre côté, laisser faire l'antisémitisme au nom de l'antisionisme en expliquant que, après tout, on a bien le droit de ne pas aimer l'existence même d'Israël, que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. On a aujourd'hui des gens qui écrivent ce genre de choses, ils trouvent des éditeurs, ils sont invités dans des émissions de télévision, on leur passe
le micro et ils sont là comme des faiseurs d'opinion. Question subversive, est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression que vous défendiez tout à l'heure, quoi qu'il en coûte? Mais si c'est ça la liberté d'expression, on peut aussi inviter des gens comme Alain de Benoît par exemple, ou on peut aussi inviter Alain Soral, on peut aussi inviter Dieudonné, parce que si la liberté d'expression existe, elle est totale. Et si elle est totale, on doit aussi inviter les équivalents des Faurisson, des négationnistes, des révisionnistes. Et là, pour le coup, on pourra se réclamer de la liberté d'expression. Moi, la liberté d'expression, parfois, j'en mesure les limites et il y a des endroits où je ne suis pas invité. Justement, vous avez été maintes fois aussi attaqué, critiqué, comparé. Moi, je me souviens, Michel Onfray, il n'y a pas très longtemps, à Doriot, à Marcel Déat, un collaborationniste français. Oui. Oui, ça c'est la pensée de Bernard-Henri Lévy. On a vu ça aussi du côté de chez Jacques Julliard, chez Jean-François Kahn, chez Axel Kahn, qui sont allés de se coupler. Alors évidemment, moi ça va, on peut me traiter de nazi, de fasciste, de pédophile refoulé. Vous avez l'air serein. Oui, et je n'ai jamais porté plainte contre qui que ce soit. Mais quand Bernard-Henri Lévy dit que je suis Doriot désormais, c'est-à-dire que je suis l'équivalent de quelqu'un qui porte l'uniforme nazi sur le front russe aux côtés du Troisième Reich pour lutter contre le judéo-bolchevisme, il y aurait effectivement motif à porter plainte. Je ne porte pas, enfin, je veux dire, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est insignifiant. Insignifiant, dites-vous? Oui, les propos de Bernard-Henri Lévy. Sur certains combats, quand même, vous vous rejoignez. C'est quelqu'un aussi qui a une pensée qui peut être structurée et des combats que vous avez en commun, non? Non. Bon, notre réponse est claire. En tous les cas, on peut encore dire les choses librement aujourd'hui en France. Et Ça dépend où. Ça dépend où. Ça dépend où, ça dépend dans quelles circonstances, dans quelles occasions. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent au tribunal pour avoir dit un certain nombre de choses, quand d'autres choses peuvent être dites, et qui mériteraient elles aussi le tribunal, et qui ne conduisent pas pour autant les personnages en question au tribunal. Une liberté de parole qui est la vôtre ce matin, Michel Onfray, que l'on soit d'accord ou pas avec vous. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne journée à vous.